Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Doit-on boycotter la Coupe du Monde qui se tiendra prochainement au Qatar ? Stade climatisé, construit en plein désert, des milliers et peut-être même des dizaines de milliers d'ouvriers décédés lors de la construction de ces stades, des balais d'avions dans le ciel à n'en plus finir. Voilà ce à quoi va ressembler la prochaine Coupe du Monde. Peut-être devrais-je l'appeler Coupe de l'immonde, comme le fait l'ONG Extinction Rebellion. Face à cette compétition sportive qui conjugue aberration écologique et scandale humanitaire, les supporters et fans de football sont partagés. Pour essayer d'y voir plus clair et comprendre les enjeux, mais également les conséquences d'un tel événement sportif, je reçois à mon micro Mickaël Ferizi, fondateur du média Écolosport. J'espère que cet épisode vous plaira. C'est parti pour le coup d'envoi. Salut Mickaël. Salut. Je suis très heureuse de te recevoir au micro pour parler d'un sujet encore jamais abordé chez Basilic, pour parler de football et de sport plus généralement. Je vais te laisser te présenter, puis après on va attaquer cet épisode. Donc je m'appelle Mickaël Ferizi, j'ai 31 ans, j'habite dans le sud-ouest de la France et donc j'ai créé le média Écolosport il y a 2 ans et demi maintenant. Maintenant il y a plein de choses autour d'Écolosport et dans l'univers Écolosport, mais principalement aujourd'hui c'est un média. Donc voilà, qui traite de développement durable dans le monde du sport de manière assez générale. C'est un média, mais c'est aussi une agence de conseil. C'est ça, en fait, le média, donc, créé il y a 2 ans et demi pendant le Covid, on traite de sujets de fond autour du développement durable, de la transition écologique dans le monde du sport, mais de manière positive. On a vraiment cette envie de parler de manière positive de ces sujets-là pour essayer d'entraîner le plus de monde possible. Et à côté de ça, puisqu'on a eu des demandes aussi, à côté de ça, on accompagne depuis peu les acteurs du monde du sport dans leur transition écologique et sociale, à travers du conseil, de la communication, de la formation, voilà, tout un panel de possibilités. Et comment est-ce que tu en es venu à créer Écolosport et à faire ce lien finalement entre écologie et sport ? Le lien n'est pas évident et on fait affronter parfois 2 mondes assez antinomiques, un peu aux antipodes. Et en fait, j'ai regardé un reportage pendant le confinement. J'avais un peu de temps devant moi, évidemment, comme quasiment tout le monde. Et j'ai regardé un reportage qui liait justement ces 2 univers-là. J'ai voulu me renseigner tout de suite après le reportage sur Internet. Et à part un article de temps en temps sur l'équipe ou dans la PQR, je ne trouvais pas grand-chose. Sinon rien. Donc j'étais un peu frustré à ce moment-là parce que je trouvais la thématique intéressante et puis ça a fait un petit peu de chemin ensuite dans ma tête j'étais encore confiné et j'ai créé le média tout de suite après quoi. Ce qui était un blog à la base, j'étais tout seul. J'écrivais 1, 2, 3 fois par semaine selon mon temps sur le média et puis très vite d'autres personnes m'ont rejoint parce que le sujet a commencé à devenir porteur aussi suite au Covid. Pendant longtemps, parce que j'ai travaillé pendant 8 ans, c'est vrai que j'aurais pu aussi le dire dans ma présentation, j'ai travaillé pendant 8 ans dans des clubs de sport, notamment de rugby en l'occurrence, et j'ai vu en fait que dans les stratégies RSE, l'écologie n'était pas, je parle de ça avant le Covid, n'était pas forcément le premier point regardé, était presque un petit peu le parent pauvre de ces stratégies. Ça a changé maintenant. Clairement, depuis le Covid, ça a changé. Presque, l'environnement est presque au premier plan maintenant. Donc voilà. Il fallait faire ce lien en fait. C'est vrai que ça manquait et que c'était un sujet qui n'était pas du tout abordé et très peu évoqué. Alors tu le disais, ça a changé depuis la pandémie, ça a aussi changé assez récemment puisque il y a un grand événement de football qui va prendre place au Qatar prochainement. Donc la Coupe du Monde qui a fait grand bruit, c'est à la fois un scandale social et écologique. On va y revenir. Juste avant qu'on revienne sur cette Coupe du Monde en particulier, est-ce que toi, tu peux recontextualiser un peu la Coupe du Monde d'un point de vue plutôt sportif? Est-ce que c'est vraiment un événement majeur dans le monde du sport, très visionné, très regardé à l'échelle internationale? Où est-ce qu'on en est un petit peu avec cet événement?
Bah, il y a 2 événements aujourd'hui qui sont phares dans le sport. Il y a les Jeux olympiques d'été, je dirais principalement, sont plus regardés que ceux d'hiver, et la coupe du monde de foot. Hem, je crois que c'est le deuxième événement le plus regardé au monde, hein, après les Jeux justement. Mais franchement, ça m'étonnerait pas que ce soit même le premier en fait, puisque il y a 3,5 milliards de téléspectateurs qui regardent la coupe du monde, du moins qui l'ont regardé en 2018, donc c'est la moitié de la population mondiale. C'est c'est juste gigantesque. Et pour juste la finale qu'il y a eu entre la France et la Croatie en 2018, il y avait plus d'un milliard de téléspectateurs. Euh, donc c'est l'événement majeur, ou l'un des deux événements majeurs. Et je pense même toute catégorie confondue. C'est le seul événement qui est capable aussi de ramener des millions de personnes et des millions de Français, par exemple, dans la rue parce qu'on a gagné, que ce soit en 98 ou en 2018. Voilà, c'est le seul événement qui est capable de faire ça. Même les Jeux n'y arrivent pas. On n'arrive pas à mobiliser pour une médaille d'or des centaines de milliers ou des millions de personnes. Là où le foot, très clairement, y arrive 100 fois. Quoi. On serait champion tous les 4 ans, il y aurait des millions de personnes dans les rues tous les 4 ans. Donc non, c'est l'événement le majeur dans le monde. Et donc c'était évidemment stratégiquement très important que le Qatar obtienne son organisation pour 2022, et je pense qu'il y a d'autres pays de cette même péninsule arabique qui vont vouloir l'obtenir dans les années qui viennent. La FIFA, donc, qui organise la coupe et qui régit un petit peu tout ça, a sorti récemment un rapport que j'ai lu, en tout cas j'ai lu le résumé, et elle estime dans ce rapport que la Coupe du Monde a généré 3,6 millions de tonnes de CO2. Dans les faits, finalement, les scientifiques estiment que cela a été largement sous-estimé d'au moins 5 fois, donc ce serait a priori 5 fois plus de tonnes de CO2. Qu'est-ce qu'on peut mesurer pour essayer de comprendre un peu l'empreinte carbone d'un tel événement sportif ? Comment est-ce qu'on s'y prend ? Toi qui as le nez dedans depuis plusieurs années maintenant, à quoi est-ce qu'il faut faire attention en fait quand on essaie de comprendre et mesurer l'empreinte carbone d'un tel événement ? Dans le calcul carbone, il y a plusieurs postes de dépenses, on va dire, carbone, entre guillemets. Il y a les transports, évidemment, c'est presque c'est le numéro 1. Il faut savoir que 75% d'un événement sportif, euh, enfin 75% de l'impact carbone d'un événement sportif est lié au transport et à la mobilité des supporters. Donc quand on règle la partie du transport, on règle quasiment on règle une large majorité du problème. Il y a les infrastructures. Pour un tel mondial, le chiffre que j'ai annoncé tout à l'heure n'est plus exact, puisqu'il y a la construction des infrastructures prend le pas. Il y a l'alimentation, il y a l'énergie, il y a les déchets, enfin il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte dans ce calcul carbone. Et concernant les stades, parce qu'aujourd'hui, là au Qatar, c'est plus les stades qui sont problématiques que le reste, même si le reste l'est tout autant, bien sûr, mais la FIFA et le Qatar ont pris en compte uniquement le seul mois d'utilisation ou les seuls 45 jours d'utilisation des stades dans l'empreinte carbone. Ce qui est un peu hypocrite et pas très crédible, dans le sens où s'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde, il n'y aurait pas eu la construction de ces stades. On peut aussi parler de l'héritage de ces stades, parce que là, oui, les stades seront pleins, et encore, j'en suis même pas sûr. Il peut y avoir des soucis là-dessus. Mais sur le championnat local, donc le championnat national de foot du Qatar, il m'étonnerait énormément que ces stades soient pleins. On parle de stades qui sont compris entre 40 et 60 000 personnes. C'est très important. En France, en Allemagne, on les remplit parfois. Je ne suis pas sûr qu'au Qatar, qui est un plus petit pays, évidemment, on les remplit. Donc là encore, c'est un peu démesuré par rapport au pays. Et on ne peut pas prendre en compte juste les 45 jours. Enfin, c'est ridicule. Oui, ils vont les utiliser pendant 45 jours, mais il n'y aurait pas eu de Coupe du Monde, il n'y aurait pas eu ces stades, il n'y aurait pas eu tout l'impact carbone qu'a représenté la construction de ces stades. Et effectivement, tu le disais, ça a été sous-estimé d'au moins 5 fois. J'entends même parfois parler de 8 fois. Ça pourrait être encore plus sous-estimé. Et selon certaines ONG aussi, le Qatar a inventé son propre mode de calcul, ses propres standards en fait. Si le calcul avait été fait avec les standards français ou européens, le bilan carbone explose encore plus. Donc là aussi, il y a un vrai sujet là-dessus. Le calcul carbone dont tu parles, qui est à 3,6 millions de tonnes de CO2, ne prend pas non plus en compte les 160 avions quotidiens qui ont été mis en place par le pays pour acheminer les supporters
et spectateurs vers les pays voisins, parce qu'il n'y a pas assez d'hébergement au Qatar pour accueillir tout le monde. Donc on les envoie à Dubaï, on les envoie en Arabie Saoudite, on les envoie à Bahreïn, etc. Donc il y a un avion qui va partir toutes les 10 minutes pendant la Coupe du Monde vers ces pays pour amener les supporters, pour les faire dormir ailleurs. Et le calcul ne prend pas en compte ces avions-là. Là encore, on se fourvoie un petit peu. Et puis la FIFA parle aussi d'une Coupe du Monde qui est neutre en carbone. Là c'est l'exemple même du pur greenwashing, parce qu'il parle de 3,6 millions de tonnes de CO2 compensées. On ne peut pas compenser 3,6 millions de tonnes de CO2, quand bien même on plante des arbres, on finance des programmes éco-responsables, de formation par exemple, ou d'éducation. On ne peut pas compenser 3,6 millions de tonnes de CO2, et une logique de compensation doit aller de pair avec une logique de réduction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va dépenser tout le carbone qu'on veut, on s'en fout complètement, on compensera. Non, ça c'est pas valable. Ce qui est valable, c'est de dire on va essayer de réduire nos émissions carbone, on va les réduire par exemple de moitié par rapport à l'édition précédente, et ce qu'on n'arrive pas à réduire, ce qui est incompressible, comme l'avion par exemple des supporters qui viennent sur le pays, là on va compenser. Là déjà c'est un peu plus acceptable, mais ça n'est pas pour autant que on peut pas parler de neutralité carbone sur un événement, ça n'a pas trop de sens, quoi. C'est vraiment, pour le coup, ça c'est du greenwashing à l'état à l'état brut. Donc voilà. Et dernière stat que je trouvais intéressante, que j'ai lu dans l'équipe il y a quelques jours, c'est que 27 pays africains ont émis moins d'émissions carbone pendant l'année 2020 que cette Coupe du Monde va le faire en 45 jours. 27 pays africains au total. Donc moi, ce chiffre il me rend un peu fou, quoi. Je me dis, mais est-ce qu'on moi, je suis un fan de foot, un fan de sport. La Coupe du Monde, en temps normal, je la dévore. Là, sur cette Coupe du Monde, non, à titre perso. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant, et c'est un vrai intérêt de faire ça, en fait, de polluer autant pour juste un événement de 40 jours? Non, à mon avis, non. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur notamment les stades où effectivement après on a de forts doutes et on ne pense pas que les stades seront remplis, mais on le voit déjà dans des pays où la Coupe du Monde a eu lieu auparavant, où les stades sont parfois laissés à l'abandon, ça devient des espèces de lieux où la nature a repris ses droits et qui sont finalement inexploités, parce que j'imagine que l'entretien d'un stade est assez onéreux, qu'il faut pouvoir remplir aussi le stade, et comme tu le disais, 40 ou 60 000 places vendues, c'est pas pour n'importe quel événement et à n'importe quelle occasion, d'autant plus que le Qatar a une culture du football qui est moindre, il y a moins d'équipes, il y a moins de tournois, etc. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que la FIFA aujourd'hui ose nous pondre un tel rapport en disant que ça a généré 3,6 millions de tonnes, alors que dans les faits, les scientifiques disent le contraire, que c'est nettement plus? Comment est-ce qu'on peut laisser la FIFA et le Qatar finalement faire un petit peu leur choix et avancer sans prendre en compte ces enjeux climatiques majeurs? Déjà, tout est question d'argent et de pouvoir. Là, on est dans des sphères qui nous dépassent un petit peu, je pense, tous, parce que on a beaucoup parlé au moment de l'attribution de la Coupe du Monde, on a beaucoup parlé de corruption, d'argent versé sous la table parce que ça devait être les États-Unis qui devaient avoir cette Coupe du Monde à la base. C'était les favoris, et contre toute attente, le Qatar a obtenu l'obtention de cette Coupe du Monde. Par des biais, à mon avis, qu'on n'imagine pas forcément, dont on peut soupçonner l'existence, mais voilà. Tout est question aussi de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire que le Qatar avait besoin d'organiser cette Coupe du Monde pour étendre son pouvoir sur certaines régions du monde, notamment l'Europe, puisqu'on le sait, hein, le Qatar derrière a racheté le Paris Saint-Germain, ils ont lancé une chaîne de télé, Beansport aussi. Donc tout est voilà, ils sont en train de mettre en place leur petit pouvoir finalement, et leur influence, leur grande influence. On en arrive là pour ces raisons-là. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et tu le disais au début de cet épisode, toi tu penses qu'on ne va pas s'arrêter là et que d'autres pays du Golfe obtiendront sûrement les Coupes du Monde, etc. Complètement. Là, on a vu dernièrement justement l'Arabie Saoudite obtenir l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Arabie Saoudite et hiver sont un petit peu
Il n'y a pas vraiment de lien en fait entre les deux. Dans le désert, alors certes, ce sera dans des montagnes perchées à 1500 ou 2000 mètres d'altitude, je crois, mais il n'y a pas de neige du tout. Il n'y aura jamais de neige. Donc là, c'est juste de la neige artificielle alors qu'on manque d'eau. Donc on va juste transformer de l'eau en neige. Donc encore une fois, c'est ridicule. Et on sait que l'Arabie Saoudite a l'ambition d'accueillir les Jeux Olympiques d'été. On sait que comme le Qatar a réussi à obtenir la Coupe du Monde de foot, d'autres pays commencent à y rêver, dont l'Arabie Saoudite, encore une fois, parce que c'est le plus grand pays de cette péninsule. Mais sûrement que d'autres pays, comme les Émirats Arabes Unis ou Bahreïn peut-être, mais ça c'est peut-être un peu plus difficile, souhaitent aussi accueillir ce genre d'événement. J'espère que... Enfin, on disait déjà ça, mais on espérait que l'année 2022 soit la dernière année avec ce type d'événement où il y avait Pékin, les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, là aussi où ça n'avait pas vraiment de sens, et la Coupe du Monde au Qatar. Bon, apparemment il y a l'Arabie Saoudite qui est en train d'arriver en force. Je pense qu'on en a peut-être pas fini en fait avec ces événements un petit peu polémiques. Enfin voilà, c'est... Oui, et finalement à contre-courant aussi, puisque on l'a vu, cette Coupe du Monde, elle a été extrêmement critiquée. Elle a eu un impact. Alors là, on n'est pas rentré dans le détail de l'impact social, Oui. hein, mais il y a des milliers d'ouvriers qui sont morts sur les chantiers, qui ont travaillé jour et nuit pour que ce stade puisse être construit en temps et en heure. Enfin, ces stades puissent être construits en temps et en heure. Et donc, il y a un vrai impact à la fois social et écologique, et les deux sont intrinsèquement liés. Est-ce que c'est la première fois, finalement, que dans les médias, on parle quand même de l'impact écologique d'une Coupe du Monde ? Est-ce que ça avait été vu auparavant ? Est-ce que tu as l'impression qu'on est quand même à un point un peu décisif ? Oui, alors juste pour le nombre d'ouvriers, l'aspect social, c'est vrai qu'on met le halo un petit peu sur l'aspect environnemental, mais l'aspect social est catastrophique. 6500 morts selon certaines ONG, 15 000 pour d'autres, donc ça pourrait être encore bien au-delà. Voilà, juste petite parenthèse là-dessus. Et on en parlait tout à l'heure, mais je crois qu'il y a eu un virage au moment de la crise Covid, justement. On a commencé à regarder sérieusement ce que faisait Tokyo pour les Jeux de 2020, qui ont eu lieu en 2021, en l'occurrence. On a ensuite regardé justement comment Pékin organisait ses Jeux d'hiver, alors que dans un endroit où il n'y a pas de neige, évidemment. Maintenant le Qatar, donc demain l'Arabie Saoudite. L'argument écologique, il est clairement là au cœur des préoccupations sur un bon nombre d'événements. On le voit aussi sur Paris 2024, qui est dans une démarche qui est un peu plus vertueuse que les événements dont on parle. Il y a d'autres événements type comme le Tour de France qui essaye d'être un peu plus éco-responsable. Il y a des événements polluants comme le championnat du monde de Formule 1 par exemple aussi, qui essayent de faire un petit peu leur part mais qui n'y arrivent pas vraiment. Voilà. Mais on en parle de plus en plus parce que le sujet est d'actualité, parce que l'urgence est là. Encore plus en 2022, on a passé un été qui était quand même assez révélateur de ce qui nous attend dans les prochaines années. Et là, forcément, sur cet événement, c'est une telle aberration que ça prend énormément d'ampleur, quoi. Beaucoup vont boycotter. Parce que beaucoup de villes d'ailleurs, beaucoup de mairies. Après, est-ce qu'elle l'aurait fait avec plus d'entrain, enfin avec moins d'entrain si ça avait été au mois de juin avec des températures qui sont un peu plus estivales et plus sympas? Parce que là, en novembre, je suis pas sûr que grand monde allait se rendre sur un écran géant par 10 degrés avec un peu de pluie. Mais bon voilà, beaucoup vont boycotter parce que regarder c'est cautionné. C'est ce que me disent beaucoup de monde. Moi je sais que je vais boycotter par exemple. D'autres vont regarder en streaming. C'est aussi un argument qui ressort parce que certains ne sont pas prêts à ne pas regarder les matchs de la Coupe du Monde, mais vont le faire en streaming pour ne pas être dans la comptabilisation officielle de l'audience mondiale, ce qui est pas inintéressant. Et puis certains m'ont dit qu'ils ne regarderaient que si la France était en finale. Ce que je peux aussi entendre. C'est vrai qu'il sera difficile de ne pas regarder une finale de Coupe du Monde avec la France. Donc voilà, ouais, c'est important, je crois, de mettre en avant les arguments écologiques sur les événements sportifs de plus en plus. Il faut le faire de plus en plus. Et quelle décision est-ce que vous avez pris, vous, chez Ecolosport, avec votre média ? Alors nous, c'est facile parce qu'on ne traite pas de sportifs. On ne va pas faire de compte-rendu des matchs. On est vraiment sur de l'extra-sportif au sens premier du terme, pour le coup.
Donc on en parle. Encore aujourd'hui, on va sortir un article sur Ecolosport sur la Coupe du Monde. On en a déjà fait 3 ou 4. On va continuer à en faire. Donc on continue, on dénonce. Nous, on n'est vraiment pas sur l'aspect sportif, donc on est plus dans la dénonciation d'un tel événement, alors qu'on est un média positif à la base. Donc c'est ça aussi. On est un média positif. On veut essayer de donner un petit peu, de créer une dynamique vertueuse, mais on ne peut pas ne pas parler de ce genre d'événement on est sur un événement qui est contre-productif, quoi, à tous les niveaux, à la fois pour l'environnement, à la fois pour le volet social, mais aussi pour la sensibilisation qu'on peut faire auprès des fans de sport, des fans de foot. Donc on va continuer de le faire, et on est en train de regarder ce qu'on peut mettre en place. On est en train de décider ce qu'on va mettre en place aussi sur les 45 jours de la Coupe du Monde, pour essayer de contrebalancer un petit peu cette actualité qui sera malheureusement quand même partout. Aujourd'hui, selon toi, qui a un rôle à jouer pour encourager le football à transitionner et à transitionner plus vite que ce qu'il ne fait maintenant? On a beaucoup sollicité les joueurs de foot. On a tous en tête Kylian Mbappé et son entraîneur, dont j'ai oublié le nom, Galtier, qui glousse quand on leur parle de prendre le train pour se rendre à un match de foot. Et je peux l'entendre, en fait, c'est pas forcément leur rôle de parler de transition écologique, je le comprends tout à fait. Mais alors, qui va pouvoir encourager cet univers du football à transitionner? La FIFA, a priori, n'a pas l'air tellement de vouloir jouer avec les règles du jeu actuelles. Est-ce que c'est aux sportifs? Est-ce que c'est aux supporters? Est-ce que c'est aux politiques? Comment est-ce qu'on peut faire? Tout le monde a un rôle à jouer. Absolument tout le monde. Chacun a un niveau un degré assez différent, bien sûr. Les fédérations internationales comme la FIFA, ou le CIO, ou d'autres organes, l'UEFA dans le foot aussi, ont un rôle à jouer, parce que c'est elles qui légifèrent. Donc si demain elles disent le prochain pays qui accueillera la Coupe du Monde, par exemple, devra être dans une logique super éco-responsable, devra mettre en place ça, ça et ça, on n'y est pas du tout, clairement. Mais s'ils le font, là, leur rôle est très important quand même, parce qu'on active quand même certains leviers. C'est comme tout, quand ça vient d'en haut, tout le monde applique, point. Donc ça peut venir aussi des politiques, c'est évident. Ça peut venir des supporters, comme je le disais, sur un événement plus classique, on va dire, un match de championnat par exemple, 75%, voire même 80% de l'impact carbone sont dus au transport, et quand on dit ça, d'ailleurs, sur ces 80%, il n'y en a que 5 qui concernent les joueurs, et l'avion des joueurs. Donc c'est aussi important de remettre un peu de contexte autour de ça. Oui, les joueurs doivent, du moins les équipes doivent se rendre le plus possible sur les événements de manière propre, sans avion. Il y a une question de sécurité qui est importante aussi, et on peut l'entendre évidemment. Une question de récupération, elle peut être vraie dans certains cas, mais pas toujours. Mais c'est aussi et surtout une question de volonté. Donc les équipes et les joueurs ont leur lot aussi, doivent prendre leur responsabilité. Je dis pas que tout le monde doit devenir exemplaire demain, mais parce que Mbappé ne sera pas exemplaire demain. Il a un niveau de vie qui est important, qui amène donc à le faire voyager un peu partout dans le monde, donc à polluer forcément. Mais je pense que ça peut être bien quand même que les footballeurs prennent vraiment cet enjeu à bras le corps, et ils ont un fort pouvoir d'influence. On a besoin aujourd'hui des sportifs pour ça. Ils influencent aujourd'hui les footballeurs amateurs, les supporters. Il suffit qu'ils disent blanc pour que tout le monde aille vers le blanc. Il suffit qu'ils disent jaune pour que tout le monde aille vers le jaune. Si demain ils disent il faut être un peu plus éco-responsable, il faut penser à la planète, là clairement c'est sûr et certain, le message sera entendu, et la sensibilisation sera faite. Donc ça c'est important aussi. Donc tout le monde a un rôle à jouer, très important. Les fans, les sportifs, les politiques, les organisations sportives, type club ou ligue, les fédérations aussi, qu'elles soient nationales ou internationales. Tout le monde doit pousser dans le même sens. Mais la question finalement, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à organiser ce type d'événement où, comme tu le disais, ça génère quand même des déplacements?
de supporters, etc. Ou est-ce que finalement, il faudrait repenser un peu le concept de Coupe du Monde qui se déroule dans un pays unique? Comment est-ce qu'on pourrait adopter de meilleures pratiques au-delà de sensibiliser? Si toi, tu devais rêver, tu avais les clés pour rêver d'une Coupe du Monde demain un peu plus éco-responsable, comment est-ce que tu t'y prendrais? C'est difficile. On a eu le même débat sur les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il faut continuer à organiser des Jeux Olympiques? De la même manière, est-ce qu'il faut continuer à organiser des Coupes du Monde? Je sais que la FIFA a imaginé des Coupes du Monde tous les 2 ans, ce qui serait dramatique évidemment d'un point de vue environnemental. Il faut pour moi raréfier les compétitions. Il faut que les calendriers internationaux s'allègent. Il y a un sportif qui a pris la parole là-dessus, c'est Nicolas Karabatic, le handballeur, qui réclame justement moins de compétitions, ce qui engendrerait du coup moins de déplacements évidemment. Donc oui, pour moi ça c'est évident, on doit réduire le nombre de compétitions, mais ce qui veut dire réduire la partie économique et la partie financière et les gains financiers pour ces organisations. On est toujours dans cette même optique. L'argent prime surtout aujourd'hui, et on n'y arrivera pas tant qu'il n'y aura pas une vraie volonté, une réelle volonté de mettre les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire. Il faut moins de compétition. Pour moi, c'est l'action numéro 1. Est-ce qu'une Coupe du Monde tous les 8 ans? Est-ce que des Jeux Olympiques tous les 8 ans? Est-ce que c'est crédible? Je ne sais pas. En tout cas, ça doit être un peu plus crédible qu'une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça c'est sûr. Il faut faire moins de compétitions. Encore, ce type de compétition-là attire beaucoup de monde, effectivement, mais est regardé un peu partout dans le monde. Il y a des compétitions qu'on est en train de créer parfois aussi, par exemple en Formule 1, le calendrier s'agrandit. On était à 17 courses, 18 courses il y a encore 10 ans, je pense. Là, l'année prochaine, on aura 23 pour pouvoir aller en Afrique, pour pouvoir aller un peu plus sur la péninsule arabique, encore une fois. Donc on ajoute encore des compétitions. C'est là où en fait il faut réduire. La Coupe du Monde tous les 4 ans, ça ne me choque pas. Les Jeux Olympiques tous les 4 ans, ça ne me choque pas, dans la mesure où ils sont bien faits et mieux faits. Maintenant, c'est tout ce qu'il y a au quotidien, ou dans notre quotidien, qu'on ne voit pas forcément, mais qui ajoute en fait, quand on les ajoute les uns aux autres, qui ajoute de la pollution à la pollution, alors qu'on n'a pas besoin d'avoir 3 courses ou 5 matchs de plus. C'est comme quand on délocalise le trophée des champions de foot français, donc le vainqueur de la Ligue 1 face au vainqueur de la Coupe de France. On va le délocaliser aux États-Unis, en Chine, au Canada. Ça n'a pas de sens. Enfin, ça a un sens économique, je l'entends, mais ça n'a pas de sens d'un point de vue environnemental. Ce sont plutôt ces matchs-là et ces événements-là qu'il faut réussir, à mon avis, à régler, plutôt qu'une Coupe du Monde qui a un impact qui est au-delà de l'impact écologique et sportif même, qui a un impact aujourd'hui sur les populations. On l'a vu en 98, la France s'est ressoudée, on a le fameux Black Blamber après la victoire de la Coupe du Monde. Elle n'a pas duré longtemps, mais il y a eu un effet quand même. Il y a un impact. Les Jeux Olympiques ont un impact aussi positif pour la population, pour un territoire. Donc il faut pas gommer ça. Et on a besoin aujourd'hui aussi de divertissement, on a besoin de s'amuser, de s'aérer la tête, et ces événements-là font partie justement de ce cadre-là. Maintenant, pour moi, c'est plus les événements qu'on a au quotidien qu'on doit amener à réduire. Et ça vaut pour tous les sports, j'imagine, ou en tout cas un grand nombre de sports. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques sportives dont dont le football pourrait s'inspirer? Est-ce que, voilà, toi, tu as observé, tu le disais, hein, vous traitez de tous les sports. Est-ce que tu as observé des sports où il y a une prise de conscience écologique plus grande que dans le monde du foot, par exemple? Il n'y a pas de sport parfait aujourd'hui. Il y a des sports qui paraissent propres par nature. Je pense à la voile dans la manière de naviguer, alors que effectivement dans la façon dont on conçoit les bateaux, ce n'est pas du tout propre. Et ça, les skippers et les équipes le savent. On peut penser aux sports outdoor, type trail, running, les sports de montagne, parce qu'on est dans la nature, donc on a envie de la préserver, oui. Mais toujours pareil, les événements qui sont créés autour de ça sont polluants. On fait venir du monde des 4 coins de la France au mieux, des 4 coins de l'Europe ou du monde au pire. Donc encore une fois, en soi, la pratique du running, ça demande juste une paire de baskets. Aujourd'hui, il en existe des éco-responsables et faits à base de plastique recyclé, par exemple. Pareil pour les vêtements. En soi, la pratique peut être vraiment propre à ce moment-là. C'est vraiment l'événement qu'on met autour à chaque fois, en fait, qui est problématique. Il n'y a pas donc de sport parfait aujourd'hui dans la manière dont on organise les événements. Mais dans la pratique, de manière intrinsèque, il y a des sports qui sont
qui se pratiquent en nature, qui sont effectivement plus propres. Le tout, c'est vraiment les événements le problème quelque part. Même une course je pense à l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui a une démarche environnementale, enfin, voilà, on est dans le Mont Blanc, donc on est dans la préservation aussi de ces espaces-là. Il y a un trop plein de pratiquants, de spectateurs sur cet événement qui fait qu'on est dans une vallée qui est encaissée en plus, qui fait qu'on rajoute de la pollution à une vallée qui est déjà très polluée. Donc il y a des choses qui ne vont pas en fait, mais à chaque fois c'est l'événementiel le problème. Et je le sais, hein, j'ai travaillé pendant 7 ans dans l'événementiel, je sais à quel point ça peut être problématique et on ne se rend pas compte des effets et de l'impact de ces événements. Est-ce que tu as été amené à conseiller, à accompagner des clubs de sport, alors de football, de rugby ou je ne sais quoi, dans leur transition? Voilà, est-ce que certains se questionnent, essaient de mettre en place, systématiser les déplacements en train lorsque c'est possible? Est-ce que tu as pu les On accompagner? commence à le faire. Je me suis associé à quelqu'un sur l'agence, par exemple, pour la partie accompagnement, Eddie Clemenzac, qui lui, par contre, le fait depuis un certain temps. Donc lui, l'a eu fait. Avec l'agence, on commence à le faire. On travaille avec des fédérations, on travaille avec des clubs. On essaie d'apporter notre pierre à l'édifice et de contribuer à rendre le sport un peu plus vertueux et contribuer aussi à l'évolution d'un modèle qui n'est pas basé uniquement que sur la partie économique, même si j'entends évidemment que la partie financière est primordiale, mais qu'il est possible de faire autrement. Il y a un club aujourd'hui qui existe en Angleterre qui s'appelle le Forest Green Rovers, qui est en 3e division en Angleterre, donc c'est pas un immense club, mais qui a développé une stratégie qui est totalement tournée vers l'éco-responsabilité. Et aujourd'hui, ça marche, financièrement ça marche, sportivement ça marche. Tout fonctionne en fait dans ce club et ils sont partis sur une politique. Tout est centré en fait autour de l'environnement et toutes les décisions sont prises autour de ça. J'ai envie de pas faire passer ce message-là en leur disant, mais enfin, à ces structures-là, ça peut fonctionner en fait. C'est pas parce que vous allez vous préoccuper davantage de l'environnement que tout de suite vous allez avoir une perte de résultats, que ce soit financière ou sportive. Ça peut fonctionner. Donc je pense que voilà, on a besoin de conseiller davantage des organisations sportives qui ne savent pas toujours aussi comment s'y prendre. C'est un sujet qui est assez nouveau quand même. On le voit dans notre quotidien depuis un certain temps, mais dans le sport, on ne le voit que vraiment que depuis 1 an ou 2, où on commence vraiment à en parler, où les acteurs aussi, le nombre d'acteurs se multiplie aussi autour du sport éco-responsable. Il y a une problématique aussi de communication autour de ces enjeux. Parce qu'on trouve un peu de tout, on trouve on le voit avec le Qatar, on trouve des événements qui surcommuniquent sur une neutralité carbone ou sur des efforts incroyables faits, alors que non. Et on voit aussi des structures qui n'osent pas parler de ces enjeux-là parce qu'elles ont peur d'être taxées de greenwashing. Donc, alors que pourtant elles ont un rôle à jouer sur leur territoire, auprès de leurs supporters, donc elles doivent en parler, pas surcommuniquer évidemment, mais elles doivent en parler. Donc il y a un vrai sujet de communication aussi autour de ces enjeux-là, savoir comment on sensibilise à la fois les supporters, les pratiquants et toutes les parties prenantes en fait autour d'un sport. Et il y a une partie formation qui est très importante aussi, qui est primordiale même, que ce soit former les étudiants, les sportifs, enfin les sportifs, les étudiants qui vont travailler dans le sport demain, et les acteurs du sport d'aujourd'hui. Voilà, essayer d'expliquer à un service commercial que c'est peut-être pas super d'avoir certains sponsors aujourd'hui dans un club, par exemple, et qu'il en existe d'autres qui sont plus éthiques, qui sont plus intéressants, et qui vont apporter finalement la même surface financière, ça va permettre au club de se développer, etc. etc. Il y a vraiment un travail de longue haleine à faire, et on a commencé à travailler avec certaines structures. Donc c'est bien. J'espère qu'il y en aura d'autres, évidemment. J'espère aussi. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, tout reste à imaginer, à créer, et que c'est encore très modulable. Finalement, c'est un secteur où le tournant écologique a pas encore été vraiment pris, ou en tout cas commence à être pris, mais contrairement à d'autres secteurs type l'alimentation, le secteur de la beauté ou même de la mode, où on en parle de plus en plus, le secteur du sport était finalement assez éloigné de toutes ces problématiques. C'est vrai, complètement. Mais il y a un virage qui est en train d'être effectué, je crois. Parfois, enfin, il y a un virage qui est fait, mais il y a deux façons de le prendre. Soit on le fait de manière proactive, et ça se passera à mon avis bien,
et ça pourra bien se passer pour tout le monde, à la fois pour la structure en question que pour le territoire et l'environnement. Ça peut aussi se faire de manière un petit peu forcée, et ça arrivera dans quelques années pour ceux qui n'ont pas pris ce virage-là, et là ça sera plus difficile, parce que là il y aura des surcoûts, là ça va être beaucoup plus difficile pour les structures, et donc j'encourage vraiment toutes les structures sportives, quelles qu'elles soient, que ce soit des clubs, amateurs, pros, des ligues, des fédérations, des marques, à prendre le problème tout de suite, parce que dans 5 ans peut-être que ce sera trop tard et que vous aurez pris beaucoup de retard. C'est tout simple. Et puis certains le font avec des bonnes envies, le font réellement pour l'environnement, parce qu'il y a une planète à sauver, et quand j'entends planète à sauver, j'entends les humains à sauver, et la vie de manière générale sur Terre, évidemment. Mais il y en a évidemment qui vont prendre le problème à l'envers et qui vont le faire pour des questions d'image. C'est un premier pas, disons, si je suis optimiste, mais il faut le faire pour d'autres raisons, évidemment. Ça se voit vite en fait quand on le fait pour l'image. Je suis bien d'accord, même si j'avais enregistré un épisode il y a assez longtemps maintenant avec Elisabeth Laville du think tank Utopie, et elle disait finalement le greenwashing, quelque part, c'est positif parce que ça rejoint ce que tu dis, c'est un premier pied à l'étrier et ça force les gens à prendre et à mettre en application ce qu'ils disent, donc finalement c'est pas mal. Mais bon, on aimerait quand même que tout le monde le fasse, que tout le monde le fasse pour les bonnes raisons. Merci beaucoup, Mickaël, pour cet échange autour du sport et de la Coupe du Monde au Qatar. C'était très intéressant de réfléchir aux différentes façons de façonner finalement le monde sportif et pour qu'il soit aussi en adéquation avec les enjeux climatiques auxquels on devra faire face prochainement. Merci beaucoup à toi. J'indiquerai dans la barre de description tous les liens vers Écolosport pour que les auditeurs et les auditrices puissent facilement retrouver ton média. Et puis, du coup, bon boycott de la Coupe du Monde. Merci. On écoutera à la radio pour savoir ce qui s'est passé. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.